va? Oui. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, nous nous retrouvons du côté de l'île d'Orléans pour parler de médecine vétérinaire, mais particulièrement chez les grands animaux, les animaux de la ferme. Pour ce faire, nous allons rencontrer Anne-Catherine Desrosiers chez la famille Pouliot et également Alexandre Sénécal pour parler moutons et agneaux à la bergerie d'Argentonnet. Sur ce, je vous souhaite une très belle émission. Allô? Anne-Catherine, enchantée Cathy. Je suis venue voir qu'est-ce que tu fais comme travail. Bonjour la famille Pouliot. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre ferme. Ça fait plaisir. Ferme laitière à l'île d'Orléans. Anne-Catherine, juste en commençant comme ça, qu'est-ce que tu as besoin pour faire ton travail? Bien, c'est sûr que principalement, surtout dans le cas d'une rencontre comme aujourd'hui, on va faire beaucoup plus de reproduction. Donc, on va utiliser l'échographe qu'il y a ici pour voir un peu les organites au niveau des ovaires, puis aussi s'il y a un bébé au niveau de l'utérus de nos mamans. Et pour les besoins de la cause, là, on n'a rien, mais on va pouvoir, avec cette sonde, voir à l'intérieur de notre vache, puis découvrir ce qu'elle nous cache. Oui, c'est ça, qu'est-ce qu'elle nous cache? C'est ça. Je m'appelle Anne-Catherine Desrosiers, je suis vétérinaire dans les grands animaux sur l'île d'Orléans et la Côte de Beaupré. Explique-moi pourquoi tu as choisi ce métier-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir médecin vétérinaire? Bien, moi, j'ai toujours aimé les animaux depuis que j'étais toute petite, puis en même temps, j'aime beaucoup la science, la biologie, comprendre les phénomènes physiologiques de tout ce qui m'entourait. Donc, la médecine vétérinaire s'est imposée à moi comme le meilleur des choix. Il s'agit d'un doctorat de 5 ans qu'on fait à l'Université de Montréal, mais campus de Saint-Hyacinthe, suivant un pré-universitaire de 2 ans en sciences nature. Et tout à l'heure, quand je suis arrivée, tu m'expliquais que pour être médecin vétérinaire de grands animaux, tu peux aussi l'être pour les petits animaux. Tu fais aussi les deux. Comment ça fonctionne, justement? Comment tu gères ces deux facettes-là? En fait, je fais un temps plein dans les grands animaux et je suis en train de me faire former pour faire des soirées dans les petits animaux pour garder une corde de plus à mon arc. Et dans le fond, c'est deux médecines qui sont un peu différentes, mais assez complémentaires et quand même intéressantes. Et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton métier? Parce que, bon, tu travailles avec du vivant, ça doit pas être évident. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? C'est sûr que c'est dommage quand on donne beaucoup d'efforts et qu'on a un bon diagnostic, un bon plan de traitement, mais que ça marche tout simplement pas, considérant la condition de l'animal ou d'autres facteurs qu'on ne peut pas contrôler. Ça, c'est un peu plate. Et bien, c'est ça, c'est peut-être aussi, je pense, la limite aussi du budget, puis d'arriver à une rentabilité dans ton intervention. C'est un peu ça qui nous limite à pousser nos moyens thérapeutiques là, à leur maximum. Mais écoute, ça fait partie de la médecine des grands animaux. C'est assez important à considérer. Et les pertes, des mortalités d'animaux, ça arrive aussi régulièrement. Tu as à dealer avec ça, si on peut dire? Effectivement, mais en fait, il faut vraiment penser de façon business. Surtout dans une production agricole, il faut penser à la rentabilité des interventions et de l'animal. Est-ce qu'elle rapporte l'argent qu'on a investi, des choses comme ça? Donc, c'est sûr qu'on se garde un peu la tête froide par rapport aux émotions, là. On donne tout ce qu'on a quand on veut, mais des fois, il faut savoir mettre la ligne et dire, OK, là, il n'y a plus de rentabilité à ce que je fais ou il n'y a plus moyen d'arriver à des résultats physiologiques qu'on aurait voulu. Puis surtout que la dernière décision, c'est le producteur, certainement, qui doit l'avoir. Fait que ça, dans le fond, toi, ton rôle, c'est de lui expliquer tout en détail, je suppose? Bien, oui, en fait, moi, c'est d'arriver avec le meilleur conseil, le meilleur plan de traitement, le pronostic aussi qui est assez important, donc la probabilité d'un retour à une fonction, soit juste être vivante ou faire du lait comme on lui demande. Donc ça, c'est vraiment notre rôle de conseiller le client, mais c'est toujours lui qui a le dernier mot à savoir jusqu'où on se rend dans nos interventions. Est-ce que ça t'est déjà arrivé une situation où tu as trouvé ça vraiment plus difficile parce que tu avais tout mis les efforts, puis finalement le producteur a pris une décision, par exemple, de laisser faire, puis l'animal,
on l'a pas soigné? Ou est-ce que tu trouves ça difficile, ça, cette partie-là? Bien, en fait, non, bien, plus ou moins considérant le fait que c'est sûr que les producteurs, ils vont vraiment prendre des décisions par rapport à leur business, puis il faut quand même respecter ça. Oui, on sait qu'il y a toujours des moyens thérapeutiques qu'on pourrait pousser, mais les investissements ne vont pas toujours se justifier. Puis à ce moment-là, je peux pas dire... je vais comprendre là, beaucoup que c'est correct, c'est normal, puis c'est dans un esprit de rentabilité là, qu'il faut aussi intervenir auprès des grands animaux. Les petits, c'est différent, là. Et c'est quoi ta relation avec les producteurs agricoles? Comment tu dois interagir avec eux? Bien, en fait, on devient quand même assez proche, surtout dans mon style de pratique où je travaille seule. Mes clients, je les connais de A à Z. Je fais aussi leur reproduction, mais leur cas clinique. Donc, j'ai toujours un œil global sur tous leurs problèmes ou leurs situations. Donc, on devient vraiment un rôle de conseiller. On les aide à résoudre différents types de problèmes, que ce soit préventif ou curatif. Donc, c'est peut-être un bon conseiller proche. Ah, on a-tu un petit bébé? Eh oui, effectivement, on voit sa tête. Donc, il y a une tête, c'est une Il y a une fille. tête, c'est bon. Non, mais en fait, on regarde surtout ici au niveau de l'implantation de ton cordon ombilical. Bon, on a elle a combien de temps de fête, elle? À peu près 60 jours. 60 jours? J'adore que ce soit jamais la même journée à tous les jours. C'est toujours différent. On ne sait jamais, on va-tu passer en chirurgie, on va-tu faire un accouchement. C'est ce qui est le fun avec mon travail. Et comment ça fonctionne dans ta journée? C'est les producteurs qui t'appellent ou tu te rends sur place parce que tu as un horaire précis? Bien, en fait, c'est un peu des deux. Dans le fond, au courant de ma semaine, on prend des rendez-vous pour des médecines préventives, un peu comme on a fait ici. Mais à travers de ça, il y a toujours des téléphones qui se font suite à une vache qui ne mange pas, qu'on n'avait pas prévu, bien entendu, ou autre chose qui va s'intercaler dans mon horaire. Mes clients sont vraiment compréhensifs, considérant que je travaille seule. Ils comprennent un peu que je suis obligée de les déplacer, mais ils sont bien gentils. Et ça doit être aussi intéressant le fait de travailler avec les mêmes producteurs. J'imagine que tu finis par connaître le troupeau, les animaux. Exactement. Là, comme je t'expliquais, vu que je vois toutes les facettes, c'est pas comme dans une grosse équipe où certains vont faire le préventif, d'autres le curatif. Là, c'est juste moi, fait que j'ai vraiment tout le portrait. C'est sûr qu'on s'investit beaucoup plus dans ces cas-là. Puis, mais c'est le fun. C'est aussi le fun, sinon plus. Regarde, c'est sa tête, tu le vois-tu? Regarde, hey, on le voit bien. Il bouge. Hein? Malade. Qu'est-ce qu'on retrouve comme problèmes médicaux ici? Bien, en fait, pas tant de problèmes médicaux, mais on va faire beaucoup de reproduction. Donc, pour gérer qu'une vache ait un veau par année pour produire son lait. Donc, nous, on est beaucoup appelés à intervenir à ce niveau-là, que ce soit pour le diagnostic ou le traitement des vaches qui ne collent pas, ou la gestion complète du troupeau là, pour savoir quelle décision prendre, quelle stratégie par rapport à la reproduction. C'est sûr qu'autour du vêlage, c'est une grosse période critique pour les vaches. On va retrouver différents problèmes, que ce soit des fièvres de lait, donc baisse de calcium, des problèmes de métabolisme d'énergie, acétonémie, des déplacements de caillettes. Donc ça, c'est plus la période à risque qu'on va retrouver en général. Il y a aussi des problèmes de pneumonie qui vont surgir une fois de temps en temps, problèmes de pattes, problèmes de mammites. Je dirais que c'est pas mal les gros diagnostics qu'on rencontre le plus régulièrement. Et de façon que les vaches sont installées dans une étable, est-ce que ça peut aussi avoir un impact sur justement leur physique, les problèmes physiques qui pourraient arriver? C'est sûr. Hein? Le confort des vaches, c'est super important. On leur demande d'être souvent couchés à la même place. Comme dans le cas ici, c'est une stabilisation attachée. Il y en a qui sont libres, mais ici, c'est attaché. Donc, c'est assez important de considérer le confort parce qu'une vache qui est inconfortable va développer des problèmes au niveau des membres, puis va moins produire, va être moins reproductrice aussi. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on les aide aussi au niveau du conseil, puis des traitements des différents problèmes là, qu'on peut retrouver au fil du temps. Là. Je peux te faire, oui, en arrière. Un peu de lait de chaque quartier dans une palette de CMT. Et c'est un test qui nous permet de déterminer la concentration en cellules somatiques au niveau de chaque quartier. Là, dans le fond, ce produit-là va liser les cellules somatiques et selon la viscosité, on va voir quel quartier qui est vraiment le plus contribuant. Fait que plus il est foncé, plus il est foncé, il y a aussi le niveau de la couleur, c'est selon le pH, mais c'est vraiment la viscosité aussi qui va nous donner beaucoup d'informations. Et
comment évolue la médecine vétérinaire? Bon, parce que là, bon, toi, t'es jeune, on le constate, mais comment ça évolue? Est-ce que ça va rapidement? Est-ce que les technologies font en sorte qu'on est de plus en plus, de mieux en mieux équipés pour faire ça? Bien, c'est sûr que comme par rapport aux petits animaux, il y a moins de progrès là, au niveau médicaments. Il y a moins de choses qui sortent parce que les petits animaux, eux autres, sont souvent utilisés pour le développement des médicaments humains. Donc, eux, ils se retrouvent avec différentes molécules qu'ils peuvent utiliser. Par contre, nous, on est beaucoup régis parce que c'est des animaux de consommation. On ne peut pas utiliser n'importe quoi. Okay. Fait qu'on est beaucoup plus limité au niveau de nos utilisations de médicaments. Donc, ça, c'est un petit peu plus ralenti. Par contre, côté, il y a beaucoup d'effervescence au niveau de la recherche, différents groupes qui vont se concerter. Donc, on a quand même beaucoup d'informations. Mais côté chimique molécule, c'est un petit peu moins évolutif que d'autres domaines. Mais je trouve quand même que ça va évoluer, qu'il y a des gens intéressés à ça, à investir là-dedans. Puis c'est quand même intéressant. Puis nous, en tant que vétérinaires dans la route, il faut quand même se tenir beaucoup au courant pour amener ces informations-là à nos clients pour qu'ils puissent mieux performer possible. De prime abord, moi, je suis comme un hôpital de niveau 1. J'ai tout ce que j'ai besoin pour faire mes différentes interventions, que ce soit des chirurgies, des accouchements, des problèmes de pattes. J'ai beaucoup de médicaments, beaucoup de fluides. Il y a certains problèmes qui sont au-delà de ce qu'on est capable de faire sur place. Donc, eux, oui, effectivement, on peut les transporter à différents centres de référence au Québec. Mais la base, je l'ai pas mal toute avec moi. OK. Et comment ça se passe dans les urgences? Admettons, bon, tu n'es pas sur place, c'est à la clinique vétérinaire, par exemple. Ouais. Un producteur va appeler à la clinique et dire, là, ça va vraiment pas bien, j'ai besoin d'un vétérinaire. Comment ça se passe, cette étape-là des urgences? Bien, habituellement, j'essaie de prendre l'appel en constatant vraiment l'ampleur de la situation, qu'est-ce qui se passe, les petits conseils que je pourrais lui donner, peut-être en attendant que j'arrive, mais je me déplace le plus rapidement possible pour intervenir le plus rapidement possible. Okay. C'est dans les interventions rapides, dans les cas d'urgence, qui me permet d'avoir un meilleur taux de succès. En termes d'outils, j'ai toujours un kit de chirurgie complet, différents instruments qui me permettent de faire différentes chirurgies. J'ai aussi une veileuse, donc c'est une machine, un instrument qu'on met sur une vache qui me permet d'avoir une meilleure traction que des hommes et qui sert à contrôler justement pour favoriser l'accouchement, puis contrôler l'angle aussi qu'on veut avoir. J'ai différents matériels d'obstétrique comme la veileuse, comme je t'ai dit, une barre de détorsion, un fétotome. Dans le fond, ça, c'est une machine qui nous aide à couper les fœtus à l'intérieur de la vache sans y faire mal. Fait que ça, c'est pas mal les instruments que j'ai. Le reste, c'est plus justement les médicaments et mes doigts. C'est quoi ton animal préféré à traiter? Ah, les vaches! Ouais. C'est sûr, mais j'aime beaucoup tous les animaux, en fait. C'est juste que, en matière d'expertise, j'en fais beaucoup plus, fait que c'est plus fun. OK, c'est bon. Non, mais merci beaucoup, Anne-Catherine. Hein, ça fait plaisir. Mon nom, c'est Arthur Cochon. Je suis de Château-Richer. Je suis producteur agricole, mais aussi je suis président de la coopérative des horticulteurs de Québec depuis bientôt 8 ans. Parlez-nous un peu, un petit historique peut-être du marché du Vieux-Port. Comment ça a commencé? Ça fait déjà longtemps que ça existe? Bien, le marché du Vieux-Port lui-même, ça fait depuis 1988, je crois. Mais avant, le marché, on appelait ça le marché de Québec. Ça était localisé ailleurs, tu sais. Moi, je me rappelle de la gare du Palais, au parc Victoria, puis ici depuis 88. Moi, personnellement, c'est le 3e marché que je fais. Mais si on pense à plus longue date, ouais, on peut dire que le marché de Québec a existé depuis des années et des années. Depuis la fondation de la Ville de Québec, probablement qu'il y a toujours eu un marché, parce que le marché a toujours eu un rôle extrêmement important au début de la colonie, puis aller jusqu'à dans les années 60, parce que c'était le seul endroit où les gens pouvaient s'approvisionner de fruits et légumes frais. Donc, les gens qui veulent avoir une qualité de produits frais, je pense que c'est dans un marché public qu'ils peuvent le retrouver. En même temps aussi pour les producteurs agricoles. C'est une belle porte d'entrée. Ben oui, le marché, c'est extrêmement important pour venir vendre nos produits. Parce que ce n'est pas tous les producteurs qui vendent aux chaînes. Donc, il y a un circuit, on appelle ça le circuit court depuis quelques années. Ça a évolué beaucoup. Parce que dans les années 60, il y avait au-dessus de 100 quelques membres à la coopérative. Aujourd'hui, on est 70.
Donc, on est moins de producteurs. Il y en a qui veulent pas, qui ont quitté, qui n'avaient pas de relais. Mais il y en a d'autres qui arrivent. Plus que notre offre est meilleure, plus qu'on peut répondre aux besoins des gens. Et avec les dernières années, on a vu apparaître d'autres produits qui font que là, bien, il y a un engouement plus grand. Les gens viennent découvrir ces produits-là. Puis c'est très intéressant. T'sais. Mais il reste que tu as des périodes de l'année, tu as des points forts. Comme là, l'automne, c'est les pommes, les légumes pour entreposer. L'été, les premières fraises. Le printemps, c'est la cabane à sucre, les produits de l'érable. Après, c'est les fleurs. T'sais, on suit toutes les saisons. Là. C'est ça, le fait d'être ouvert les 4 saisons, c'est un avantage aussi. Ah oui, tu sais, c'est une fidélité de tes clients. Là. Comment vous voyez l'avenir des marchés en général? Là, on est ici au marché du Vieux-Port, mais il y en a tout plein de marchés qui voient le jour dans la région de Québec. Comment vous voyez l'avenir de ces marchés-là? Moi, je pense que l'avenir est à son meilleur à venir. T'sais. Parce qu'on l'a vu dernièrement, depuis quelques années, le nombre de marchés publics au Québec a augmenté énormément. T'sais. Et en même temps, bien, ça fait découvrir le monde agricole à la population. Là. Qu'est-ce que les consommateurs vous disent quand ils vous rencontrent? Bien, ils disent que le marché est beau. Oui? Ouais. Ils disent qu'il est beau. Ils disent que... Surtout l'automne, le mois de septembre, octobre. Là, ça a un cachet. Oui, il y a beaucoup de produits, l'abondance est là. Comme cette année, il y a eu beaucoup d'abondance. Là, bien, c'est beau. Les étalages sont pleins. Et, je pense que c'est ça que les gens disent. C'est beau. C'est le fun de dire au marché, l'ambiance. Ça va créer des réflexes pour ces gens-là de revenir semaine après semaine ici. Oui, oui. Parfait. Merci beaucoup, M. Fauchon. Bienvenue, merci. Mon nom, c'est Alexandre Sénécal, je suis vétérinaire. Je travaille pour ma compagnie à moi-même, qui est le Dr Alexandre Sénécal, service vétérinaire Grands Animaux. On est présentement à la bergerie d'Argentenay. Bonjour! Pourquoi avoir choisi ce métier-là? Bien, par intérêt pour la médecine en premier, après ça, intérêt pour les animaux en même temps. C'est une combinaison des deux. C'est sûr qu'au départ, on ne sait pas trop nécessairement dans quoi on s'embarque. On ne connaît pas tous les aléas de ce métier-là, mais c'est ça, par intérêt pour la médecine, par intérêt pour les animaux. Et là, vous faites des grands animaux. Le choix de faire la médecine vétérinaire pour les grands animaux, c'est un intérêt aussi qui s'est développé? C'est un intérêt qui s'est développé sur le tard. En fait, au début, quand j'ai commencé mes études, je connaissais pas beaucoup le milieu des animaux de ferme. Là. Je ne suis pas issu d'une ferme. Puis ça s'est développé au fur et à mesure de mes études, l'intérêt là-dedans. Là. Il faut qu'il y ait une relation de confiance. C'est une relation client-vétérinaire, c'est basé sur la confiance. Il faut que le client ait confiance en nous, en ce qu'on peut leur apporter. Confiance en nos connaissances, confiance en nos compétences. Ça ressemble à quoi une journée de travail dans votre vie, par exemple? C'est sûr que là, moi, présentement, je fais un petit peu les animaux de ferme un petit peu plus à temps partiel maintenant. Là. Fait que je fais plus des animaux de compagnie plus souvent un petit peu. Fait que, mais je vais travailler souvent dans le jour dans les animaux de compagnie. Par contre, le soir, je vais faire des gardes avec ma collègue. Là, on va se partager les soirs de garde, les fins de semaine de garde. Il y a certains matins, par contre, que je vais aller sur la route pour les animaux de ferme, là, des visites prévues, des visites préventives, là, que je vais aller sur les fermes. Et est-ce que ça arrive, justement, quand vous êtes de garde, vous avez un appel d'urgence pendant la nuit, vous devez vous déplacer, faire des interventions importantes durant la nuit, ça arrive, ça? De temps en temps, mais pas souvent. Là, en pleine nuit, ça, c'est rare. OK. C'est assez rare. Là. C'est sûr qu'ici, là, le territoire de l'île, le nombre de fermes a quand même beaucoup diminué. Donc, veux pas, il y a moins d'urgence par rapport à ça. Là. Quand j'ai commencé, on était
2 tout le temps, là, à être sur la route là, à plein temps, même des fois 2,5, 3. Là. Puis maintenant, c'est une personne sur la route qui suffit là, pour l'île d'Orléans et la côte de Beaupré. Là. OK. C'est de les asseoir, fait qu'ils vont comme figer quand ils sont comme ça. Ils ont comme pu... ils c'est perdent un peu leur vraiment moyen. une technique là, d'immobilisation pour un mouton. Là. OK. On va les prendre puis on va les retourner puis comme les asseoir. OK. Puis là, vous pouvez les observer puis voir s'il y a des choses. Oui, c'est ça. Puis même, il y a des gens qui vont administrer des médicaments comme ça, cette façon-là. les immobilisant comme ça pour faire une injection. Alexandre, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous avez fait sur l'agneau? C'est un examen de routine, comme on dit? Oui, j'ai fait comme un examen de base. Là. Ce qu'on va regarder beaucoup, là, c'est on va les ausculter les poumons. Les pneumonies, c'est quand même des problèmes qui arrivent assez souvent. OK. Là. Chez tous les ruminants, là, les chèvres, les moutons, les bovins, ils ont plus, en général, de pneumonie là, que d'autres espèces animales. On va regarder aussi l'arrière-train. On va essayer de voir s'il y a beaucoup de fumier là, collé dans la laine. Fait que ça pourrait indiquer de la diarrhée. OK. Parce qu'en général, le fumier est assez solide, là, puis ça ne va pas coller beaucoup sur la laine. Là. On va regarder un petit peu les yeux, à l'intérieur de la bouche, ces choses-là. L'état de chair aussi, essayer de voir s'il n'y a pas trop maigre. C'est quoi le comportement d'un agneau qui serait malade, par exemple, qui aurait quelque chose de pas normal? Là? Ben, c'est un agneau qui va pas suivre le reste de la gang, qui va rester isolé, qui va moins bouger, pas aller s'alimenter. C'est beaucoup par l'éleveur là, qu'on va poser beaucoup de questions avant là, sur le comportement parce que mais des fois on le voit aussi là, quand on arrive ici là, les moutons ils vont tous être portés à aller dans le même petit coin puis rester tout ensemble. S'il y en a un qui reste à part puis qui va moins vite, qui bouge pas, qui se déplace pas, ben, c'est un gros indice. Alexandre, pouvez-vous nous expliquer, parce que quand vous arrivez sur un lieu à la ferme, vous avez toujours du stock dans votre camion. Ouais. C'est quoi les éléments de base que vous traînez toujours avec vous, là, par précaution, par exemple? Bien, tu sais, on a toujours des instruments pour faire l'examen. C'est sûr, le stéthoscope, c'est essentiel. très de base. Thermomètre, des gants, des petits gants, des plus grands gants, dépendant de ce qu'on a à faire. Ouais. Il y a des choses comme ça, comme des tubes de prélèvement de sang, des aiguilles, des seringues, c'est sûr. Okay. Avez-vous des antibiotiques aussi de base? Parce que c'est commun d'injecter aux animaux de la ferme? Oui, c'est ça, les antibiotiques de base. Là. C'est pas mal souvent les mêmes antibiotiques qu'on va utiliser chez les animaux de ferme. Là. Il n'y en a pas des dizaines qu'on utilise. C'est sûr que, mettons, qu'on sait qu'il va y avoir une fracture ou on doute qu'il va y avoir une fracture, bien là, on a du matériel un petit peu de plus. Là. Okay. Les matériels pour faire des plâtres, souvent, on ne traîne pas ça tout le temps parce que ça expire. Là. OK. Les expirations, puis le plâtre est plus bon. Là. Mais c'est des choses plus rares. Là. Donc, est-ce que c'est difficile en tant que vétérinaire, des fois, de devoir euthanasier des animaux, de perdre des animaux? Est-ce qu'on doit se détacher de ces situations-là? C'est sûr qu'il faut avoir un certain détachement. Dans les animaux de ferme, c'est quand même pas si fréquent que ça là, qu'on va devoir les euthanasier. Là. OK. Souvent, malheureusement, c'est le propriétaire qui va le faire lui-même. Là. La plupart le font bien, mais il y en a qui vont... De plus en plus, les gens nous le demandent, là, par contre. Là. Question aussi bien-être animal, les gens sont plus sensibilisés à ça, les producteurs sont plus sensibilisés à ça. Fait qu'on fait plus d'euthanasie qu'avant. OK. Mais ça devient... c'est quelque chose qu'il faut accepter. C'est juste quelque chose qu'il faut accepter. Et vous, depuis que vous avez terminé vos études, vous avez quand même beaucoup d'années d'expérience. Là. Comment ça a évolué, la médecine vétérinaire? Est-ce que vous voyez la différence de quand vous avez commencé versus aujourd'hui? Ben oui, c'est sûr qu'il y a une différence. Dans les animaux de ferme, en fait, les gens, de plus en plus, avec les années, sont plus aptes à faire beaucoup de manipulations eux-mêmes. Donc, ils vont beaucoup faire de soins eux-mêmes, de traitements eux-mêmes, plus qu'avant. Fait qu'on est moins appelé à intervenir sur des choses de base. Là. Fait que ça devient de plus en plus du conseil, puis c'est ça, puis des choses comme ça, là, comme de prévention. Là, beaucoup plus sur la prévention que sur le curatif. S'il y avait un jeune, par exemple, qui décidait qui penserait peut-être se lancer dans la médecine vétérinaire, quel conseil que vous pourriez lui donner? D'étudier. Non, mais c'est sûr que
d'étudier, mais en même temps de s'ouvrir au monde, puis de s'intéresser en faisant des stages, de vraiment aller voir avant de décider, puis de s'imprégner un petit peu de ça là, avant de prendre la décision finale. Pour savoir un petit peu dans quoi on s'embarque. Oui, ça doit pas être... Alors, Catherine Fernand, historienne, tu es avec nous cette semaine pour nous parler de façon historique du thème de la semaine. Et cette semaine, on parle de médecine vétérinaire. Est-ce que tu as trouvé des informations à ce sujet-là au niveau historique? Ah, beaucoup d'informations, Cathy. Écoute, quand on parle de médecine vétérinaire, il faut vraiment reporter dans le temps, là, à l'époque pratiquement des Grecs anciens, hein, parce qu'on s'intéressait déjà aux soins des animaux à cette époque-là. Souvent, c'était les animaux qui étaient jugés utiles qu'on allait faire plus l'objet de soins. Par exemple, les chevaux. Il y avait beaucoup de traités sur les chevaux, comment en prendre soin, comment éviter les maladies. Il y avait aussi des traités sur les chiens de chasse, parce qu'encore là, on est avec un animal qui pouvait avoir une utilité pour les humains. Tout ce qui était animaux, un peu plus de compagnie, ça, c'était un peu laissé de côté. Après ça, bien, quand on rentre à l'époque médiévale, pendant un certain temps, il y a comme un certain recul au niveau de la science vétérinaire. On est plus dans les superstitions. Par contre, il va y avoir quand même quelques traités qui vont être écrits. Par exemple, ici, j'ai une belle image. Tu vois, ça date des années 1300. C'est un traité sur comment prendre soin des moutons. Et c'était vraiment comment adapter la bergerie, comment éviter les maladies, comment soigner les troupeaux. Et ça, bon, ça va donner lieu à toutes sortes d'expérimentations par la suite. Au Québec, c'est certain qu'on arrive avec un bagage qui est assez sommaire avec les premiers colons de la Nouvelle-France. Ça va prendre quand même un certain temps avant qu'on ait une science vétérinaire qui s'installe ici. On parle des années 1860 pour l'apparition de la première école de vétérinaire, d'abord à McGill, à Montréal, et ensuite d'autres campus qui vont s'ouvrir un peu partout. Mais on le voit que le soin aux animaux, c'est quand même une idée qui est très ancienne. Parfait. Merci beaucoup, Catherine. Je t'en prie. Alors voilà, moi j'ai terminé mon tournage et je remercie évidemment nos deux invités de cette semaine pour nous avoir éduqués sur la médecine vétérinaire des grands animaux. Et moi, pendant ce temps-là, ben, je prends ça relax, j'observe mon animal préféré. Pourquoi c'est mon animal préféré? Ah, ça, je vous laisse deviner. Alors, on se fait sur des images la semaine prochaine. Ah.